Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Bienvenue à tous, vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, et une fois de plus, nous revoici un peu avant les fêtes. Voilà, la fin d'année approche, il commence à faire froid dehors, bientôt on aura des coupures d'électricité, et tout ira bien. Aujourd'hui, je suis avec Laurent et Olivier, en totale détente, on n'est que tous les trois, voilà, tous les autres nous ont délaissés, enfin tous les autres, les deux autres nous ont délaissés, l'un est en vacances, l'autre est fatigué, ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Et on va avoir une émission un peu plus détente. Qu'est-ce que vous en dites, les mecs? Déjà, est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, et toi-même? Ça va. Je suis détendu. Voilà, détendu. Très bien. Oui, donc une émission avec un sujet à ne pas prendre à la légère, mais qu'on va traiter de manière un peu plus philosophique, je pense, aujourd'hui. Mais avant de faire quoi que ce soit, la chose la plus importante de cette émission, les news de notre cher Laurent. Laurent, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté ce mois-ci? Eh ben, il y en a eu quelques-unes, et puis c'est parti parce que sinon je vais faire l'émission dessus. Bien le bonjour. On va commencer par les débuts d'une nouvelle gamme chez la maison du whisky qui s'intitule Rum Tales. Elle se voit pour l'instant composée d'un Barbade de 6 ans et d'un Jamaïque de 5 ans, tous les deux alentours de 55% d'alcool. Et cette série devrait être enrichie tous les ans d'une petite paire de références à chaque fois au Black Friday. On va voir ce que ça donne les années d'après, sachant qu'ils feront la même chose en whisky en parallèle. Rest and be thankful, Rum Tales. Non, sous le même nom, la partie whisky. Sous le même. Non, c'est pas Rum Tales. non, t'es con. Voilà. Ensuite, nous avons l'embouteilleur, c'est bien possible, je sais plus. L'embouteilleur indépendant Rest and Be Thankful qui n'embouteille que des Jamaïcains, bien qu'ils soient écossais. Ils reviennent avec un long pond de 1998 à 56%, qui est pas mauvais du tout pour l'avoir goûté. Dans un autre style, Saint James inaugure sa gamme de rhum arrangé, avec un premier qui est Ananas Victoria Vanille Bourbon et un autre qui est Mangue et Maracuja. Ils étaient au Whisky Live, mais j'ai pas goûté. Bon, je sais pas si vous avez goûté. Non. Non. Je suis pas. Non, mais toi, tu goûtes rien. Pourquoi faire? J'ai raté ça. Ouais, d'accord. Je bois pas de jus de fruits. Mais toi tu bossais, Benoît, t'as une excuse. Ça y est, les cuvées anniversaires Christian de Montaguer ont commencé à pointer le bout de leur nez, avec comme première référence un Cihuatán du Salvador, 16 ans et 53%. Je crois y avoir goûté il y a quelques temps, c'était assez surprenant. On pouvait même se tromper limite sur la matière première. Enfin, c'était une sélection intéressante. C'était du blé. La favorite, pas du tout, sort 4 blancs pour célébrer leur 150e récolte. Chaque bouteille est issue de cannes qui ont été récoltées sur un mois précis. Donc il y en a 4, mars, avril, mai et juin, avec des différences de l'une à l'autre. Donc ça vaut le coup de se faire le line-up, c'est intéressant. Ouais, ça m'intéresse fort. Ouais. Encore un truc, voilà, le gars il fait rien dans sa vie. SBS sort toute une flopée de single cast. J'ai dit single cast, incroyable, des formations professionnelles, avec dans le désordre Jamaïque, Guyana, Trinidad, Panama, Fidji et République dominicaine, mais ils seront pas tous disponibles pour la France. Après la remarquée cuvée pour Rhum Porter, Sodad revient avec 3 grogs, dont un VO, qui aura eu 15 jours de fermentation, une distillation en pot still avant passer 3 ans en ex-fût de vin de Madère, et la petite folie en plus, c'est un finish en ex-fût de mezcal. Voilà. Donc, en tout cas, le blanc pour Rhum Porter était vraiment sympa. Ah, c'était cool, celui-là va crever, c'était bon. Ça doit être intéressant. Exactement. Et enfin, nos amis allemands du Rhum Club Private Selection, alors je le fais pas avec l'accent allemand, mais tant pis, est de retour avec 3 nouveautés qui se remarquent, puisqu'on a une world première, j'ai envie de dire, un single cask de chez Koloa, donc les producteurs hawaïens, qui est un pur jus de 5 ans brut de fût. Et
a priori, c'est la première fois qu'il y a comme ça un rhum de cette distillerie qui est embouteillé chez un embouteilleur. Même un rhum d'Hawaï. C'est même absolument un rhum d'Hawaï tout court. Donc, je suis intrigué, moi. Moi aussi. Dirais je suis dans l'intrigue. Ensuite, on a un Navy Blend. Alors, les Navy Blend, ça peut être... ça passe ou ça casse. Là, c'est plutôt prometteur puisque c'est un blend de Jamaïque, Trinidad et Guyana, sachant que l'élément le plus jeune, il a 26 ans. C'est quoi, c'est Silver Seal, ça Non, c'est Rum Prop Private Selection. Ah, c'est toujours eux. Ah oui, pardon. Ouais. Ah, j'avais pas ils en ont 3. Aussi. Donc voilà, 26 ans pour le plus jeune. Donc ça nous fait je sais pas où est la moyenne, mais ça nous fait un vieux brol, comme dirait l'autre. C'est pas un et enfin, de soif, ça. Non, c'est un évi de thé dans la cheminée et t'en prends un demi-centilitre. Et la troisième nouveauté, c'est un Hamden C Diamond H de 1990. Oh putain, ça y est. Ce qui lui fait quand même... Le fameux... Bordel. Le gars, il est vulgaire, c'est incroyable. Il arrive à mettre putain et bordel dans la même phrase. Non, mais excuse-moi de te 32 ans, brut de fût. Non, mais excuse-moi de te couper, mais ça fait 1 an que j'en entends parler. Il devait sortir. Je peux rompre la glace. Il devait sortir il y a 1 an, ce bordel. Sauf que maintenant, j'ai plus d'argent pour l'acheter. Alors qu'il y a 1 an, j'aurais pu. En tout cas, donc voilà, 32 ans au compteur, brut de fût, et c'est sans doute le plus vieux de ce marque-là, parce que moi, je vois pas d'autres qui seraient aussi vieux que ça. Bah non. Voilà, j'y avais goûté, moi. C'est vrai? J'y avais goûté. Mais moi aussi, en plus, je suis un malade. J'ai goûté. Je l'avais goûté, moi aussi. Et c'était Hamden dans toute sa splendeur, avec essentiellement des fruits tropicaux super mûrs, une intensité incroyable. Bref, voilà. Et surtout pas écœurant. C'est fini pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, Benoît, il est sorti ou pas encore? Celui-là. C'est sorti, tout ça est sorti. Merde, bon, c'est déjà sold out, le Navy est déjà le Navy Blend est sold out effectivement. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une partie du Hamden 90 dans le blend du Navy. Et le Navy est sold out ou pas encore? Le Navy est sold out, ouais. Le Hamden, pas à ma connaissance. Bon. Mais je t'enverrai un petit message alors. Toujours difficile à voir en dehors de l'Allemagne, quoi. C'est voilà. Bon, ça tombe bien, j'habite à München. Bref, merci pour ces nouveautés. On va donc continuer. Avec plaisir. Alors, avant de non, j'ai une question un peu particulière à vous poser, mais je vais vous la poser en fin d'émission. Voilà. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Le teasing. En attendant, on va passer au sujet du jour. Le sujet du jour, qui nous a été proposé par Christine Lambert, est le suivant. Il n'y a pas de règle dans le rhum, mythe ou réalité. Dans ce lieu commun, le rhum, c'est la jungle, on peut y faire n'importe quoi. Y a-t-il une part de vérité ou pas? Voilà, vous avez 3 heures. Ou 47 minutes. Ou 47 minutes. Non, de manière générale, effectivement, c'est c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, notamment de la part de certains professionnels quand on leur demande pourquoi, de manière bête, pourquoi un XO, est-ce qu'un XO égale un XO? Voilà. On va leur dire, pas forcément, ça dépend du pays. Ah, pourquoi? Et puis quand on enchaîne dans la discussion, à un moment, on se rend compte que, donc il n'y a pas de règle internationale qui gère absolument toute la réglementation sur le rhum, en fait. Ça, c'est quelque chose de connu, on le sait. Chaque pays a ses propres réglementations, ou du moins l'Europe a les siennes, etc. Sans prendre en compte les différentes AOC et dénominations X, Y, Z. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut comme... Est-ce que... Alors, moi, la question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est qu'en comparaison à ça, y a-t-il un alcool ou un spiritueux dans le monde qui est internationalement réglementé? J'aurais tendance à dire le cognac. Alors, le cognac... Parce que le cognac n'a le droit de s'appeler cognac que dans son AOC, et sinon tous les autres sont obligés de s'appeler brandy. Alors, on aurait tendance à dire la même chose pour le champagne. Aussi, oui. Or, quand on a un certain président russe
qui décide que dorénavant tous les champagnes produits en Russie peuvent s'appeler champagne et les champagnes non produits en Russie n'ont pas le droit de s'appeler champagne, et qu'une AOC champagne se plie à cette règle pour pouvoir continuer à vendre sur ce territoire, on a le droit de se poser la question. Incroyable. Ah, je suis pas du tout au courant de cette info. Tu balances une bombe comme ça, l'air de rien, même pas une sonnette d'alarme avant, t'as pas le temps de s'enfuir. Une bombe quand tu parles de la Russie, Olivier, c'est limite. Oui, certes. Ouais, moyen. Voilà. Non, mais voilà. Donc, du coup, parce que, alors, je me suis posé la question concernant le whisky, mais finalement, le whisky, non, il y a plein de merde aussi, quand même. On a le scotch, mais on a plein d'autres trucs aussi, donc c'est pas international. Il y a l'histoire au Japon. Des whiskies japonais. Le seul truc avec le whisky, c'est que même s'il y a en effet pas de règles internationales, on a quand même, dans une bonne partie du monde en tout cas, alors est-ce que c'est que l'Europe? Je pense que c'est un peu plus, cette mainmise écossaise sur la réglementation, sur l'idée de comment ça doit être fait, sur la nomenclature, etc., qui fait que même s'il y a plein d'autres pays où si je parle des whiskies indiens par exemple, qui la plupart du temps sont faits avec de la mélasse, bon bah c'est sûr que on s'éloigne un peu du concept de whisky tel qu'on le connaît, mais sinon quand on parle de whisky, même entre Européens, on a une idée plus précise de ce dont on parle que quand on parle de rhum, même entre Européens. Mais est-ce que ça c'est pas dû peut-être à un gros travail de communication qu'il y a eu à un moment donné derrière tout ça? Ou peut-être culturel aussi. Enfin, je pense que c'est peut-être un mélange des deux. À un moment donné, on nous a imposé cette image-là, très certainement bien avant que des whiskies soient produits dans d'autres pays, en dehors de l'Europe. Et que suite à ça, aujourd'hui, on a cette image globale de ce que le whisky devrait être, en prenant toujours l'exemple phare, le scotch. Est-ce qu'on peut avoir un truc équivalent dans le rhum? Je veux dire, oui, peut-être pour les Français, ça sera peut-être le rhum agricole, mais ça sera juste un truc très franco-français, mais ça sera pour un Vénézuélien, ça sera complètement différent, et pour un Cubain aussi. Alors, permettez-moi de vous poser une question également philosophique, puisque c'est un peu le thème de notre débat sur France Inter ce soir, qui est, lorsque l'on dit à quelqu'un whisky, quel pays tu associes? Je pense que 99 personnes sur 100 associent effectivement l'Écosse. Si tu dis Rome, eh ben écoute, l'Écosse. Je pense que là c'est un beau bordel, parce qu'entre ceux qui te disent c'est les Antilles françaises, ceux qui te disent c'est la Barbade parce que le plus vieux rhum du monde vient de la Barbade, ceux qui te disent c'est diplomatico parce que c'est le rhum le plus fréquemment trouvé dans les bars, enfin tu vois, ou Don Papa aux Philippines. Donc du coup je pense que peut-être aussi, comme tu disais, culturellement le début du problème vient de là en fait, à mon sens. Donc on est d'accord sur le fait que c'est une jungle, effectivement. Un beau bazar. Que c'est un beau bazar, en effet, mais est-ce que, du coup, parce que c'est un beau bazar, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles? Ah non, il y a quand même des règles, mais après, pas universelles, quoi. Non, il y en a. C'est ça, c'est-à-dire que les règles ont un domaine d'application géographique qui est plus ou moins limité. Yes. Évidemment, on a des règles en Europe, qui sont d'ailleurs, juste pour le terme rhum, assez large, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être appelées rhum, sans même qu'on parle de trucs qui vont contourner ces règles-là, parce que il y a juste quelques points. Il faut que ce soit issu de la fermentation et distillation de mélasse, de sirop de canne ou de pur jus, que ce soit distillé à un maximum de 96, donc on monte quand même assez haut, 96% d'alcool, que ce soit embouteillé maximum à 37,5. Ça ne peut pas être avec des flavors, avec des flavors. Ouais, des trucs artificiels. Merci. Voilà, non, parce que bon, vous savez, je suis trop anglophone. Et puis, ça peut avoir, bien sûr, on peut colorer grâce à du caramel non sucrant. Et puis, la limite des 20 grammes relativement récente, des 20 grammes de sucre par litre. Voilà, et c'est tout. Donc déjà, avec ça... La législation européenne. Bien sûr. Et ça c'est l'Europe. Et l'Europe, on voit en fait, souvent on a dans la tête que l'Europe va avoir des règles assez strictes, parce que il faut bien poser ce dont on parle, faut que on reconnaisse les produits, etc. Mais en fait, quand on reprend ces règles-là, c'est tellement vaste, c'est-à-dire qu'un rhum qui va être
distillé à 95,9 dans des grandes distilleries à multiples colonnes, etc., c'est dans la même catégorie, bien évidemment, que un rhum qui sera distillé à 50 sur un petit alambic hyper artisanal, tant que les autres règles sont respectées. Donc la catégorie est hyper vaste, même en Europe. À moins qu'on parle après de sous-règles qui vont préciser le truc. D'ailleurs, petit aparté, c'est marrant qu'il y ait un taux de distillation maximum, mais pas minimum. Très intéressant ça comme point également, je pense. Après, comme ça peut pas être embouteillé à moins de 37,5, ça peut pas être distillé à moins de... Alors, imaginons... alors, techniquement, je suis pas assez professionnel pour pouvoir le confirmer, mais imaginons qu'on distille une mélasse à 38 degrés et qu'on l'embouteille brut de colonne à 38 degrés. C'est toujours du rhum. Rien ne va à l'encontre des règles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas à l'encontre des règles, c'est autorisé. Et du coup, ça ouvre vraiment la boîte de Pandore, en quelque sorte, la porte des possibles de tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut être fait. Donc du coup, là aussi, rien que pour l'Europe, c'est assez vaste. Alors bien évidemment, derrière, on a toutes les différentes appellations qui vont peut-être un peu rétrécir le champ d'action. Bien sûr, la plus connue dans notre cas, l'AOC Martinique, qui est d'ailleurs, je pense, la plus contraignante dans le milieu du rhum au monde, quelque part, où il y a et dans laquelle d'ailleurs figure un taux maximum de distillation en termes de degrés et minimum. Donc on est entre 65 et 75. Mais après il y en a d'autres. Que ce soit à Cuba, que ce soit au Venezuela, que ce soit à la Barbade, ce qu'ils essaient de faire, ou même en Jamaïque. En Jamaïque. Voilà. Après, ces appellations-là ne sont pas forcément toutes reconnues par l'Union européenne et par les lois européennes, mais peuvent quand même rentrer dans la catégorie rhum parce que de manière générale, les règles de ces appellations vont correspondre à des règles au minimum, au moins au minimum prévues par l'Union européenne. Ouais. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Après, t'es passé du coq à l'âne d'un extrême à l'autre, parce qu'on est parti des règles vraiment les plus larges possibles pour définir le rhum à l'AOC. Et puis après, tu as évoqué d'autres régions du monde qui peuvent aussi avoir des règles. Et puis, il y a quand même, entre la définition européenne du rhum et l'AOC, il y a encore d'autres termes qui sont assez clairement définis, puisqu'il y a le rhum agricole, et puis il y a rhum traditionnel qu'on oublie souvent, qui va définir un certain nombre de choses, par exemple le minimum de TNA, etc. Rhum traditionnel, pour les gens, mais je pense que nos auditeurs le savent, ça n'a rien à voir avec la matière première. Rhum traditionnel ne veut pas dire rhum de mélasse. Rhum de mélasse, c'est rhum industriel, rhum de mélasse, rhum de sucrerie si vous voulez, mais ce sera pas rhum traditionnel. Un rhum pur jus de canne peut tout à fait être un rhum traditionnel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la définition du rhum traditionnel, mon cher Laurent? Écoute, dès que tu vas me donner 5 minutes sur ton avis sur ce débat, puisque pour l'instant on te voit boire de la bière, c'est tout ce que tu fais. Alors attendez, parce que je parle trop, on m'engueule, je parle pas assez, on m'engueule. À un moment donné, il faudrait savoir, les gars. T'as pas compris que le but c'était de t'engueuler, juste pour faire raison. Je suis engagé dans cette équipe pour qu'on me tape non-stop, qu'on me tabasse. Non, alors, puisque tu m'as demandé, j'ai la réponse. Sur Google, parce que je suis une encyclopédie humaine. Même pas sur Google, sur des documents que moi j'écris. Okay, il a envoyé un SMS à Jerry. Ouais, c'est ça, exactement. Le pauvre Jerry dans sa piscine, laisse-le tranquille. Alors, il y a 4 critères pour qu'un rhum soit dit traditionnel. Oui. La matière première doit être originaire du lieu de production. Ça en élimine déjà. Ah oui, c'est clair, tu m'étonnes. Mine de rien, ouais. Le pourcentage volumique de distillation doit être inférieur à 90, donc on perd quand même 6%, enfin 6 points par rapport à la définition du rhum européen dans sa globalité. Le rhum ne doit pas être édulcoré, donc 0. Donc, ok. Et la teneur en substances volatiles, ou ce qu'on appelle le taux de non-alcool, etc., doit être égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on explique que pendant des années, et moi le premier, j'ai entendu
rabâcher que traditionnel égale mélasse, et à défaut, en tout cas, parce que ça encore pourquoi pas, mais l'argument de dire non édulcoré, ça veut dire que pendant des années on disait que le Diplo c'était du rhum traditionnel, que etc. Et en fait c'était faux, ne serait-ce que parce que même si la mélasse était locale, ce qui aux yeux de la absolument, aux yeux de la loi, c'est faux. Mais après, clairement, ces vendeurs. Enfin, moi, je pense que le terme traditionnel, oui, c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu que les rhums de mélasse étaient. C'est ça. Si tu dis, alors que c'est juste. Présente aujourd'hui, oui, parce que magnifique rhum industriel. Bah oui. Bon, on va se barrer. T'as pas du jus de pomme. Non, je pense que ce sont juste des abus de langage. De la même manière que pendant longtemps, le moindre rhum pur jus, on disait c'est un rhum agricole. C'est vrai. Oui, ce qui est vrai aussi, t'as raison. Pareil. Ce qui était un abus de langage. langage. Et notre émission est là pour casser les poncifs. On est là pour ça. C'est beau. Oula. Bah ouais. Alors j'aurais envie, plutôt que de paraphraser un petit peu ce qui a été dit, parce que je pense que vous l'avez très bien dit, mais vous emmener sur autre chose, qui a bien sûr un rapport avec le thème, faut pas déconner quand même. Est-ce que selon vous, et je vous demande pas de solutionner le problème, parce que je pense que c'est impossible, sinon ce serait déjà fait. On a des solutions à tout, mais vas-y quand même. Il y aurait, si ce n'est des solutions, mais au moins une voie pour uniformiser les règles autour du rhum. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable selon vous? Et si oui, quelle serait la voie? Parce que c'est quand même étonnant que depuis autant d'années, il n'y ait pas une organisation qui soit un peu au-dessus des autres et qui dise bon les gars on se met d'accord parce que là on passe pour des cons quoi. Personne n'est capable d'expliquer la différence entre agricole, traditionnel, industriel, mélasse, jus de canne, édulcoré, pas édulcoré. Enfin bref. Alors je pense qu'il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier problème serait quelle autorité internationale pourrait Laurent Cuvier mettre en place ce genre de décision et surtout derrière la faire respecter. Oui. Mettre en place des lois, c'est une chose, mais derrière, il faut aussi les gens qui les fassent respecter dans les différents pays producteurs, ce qui voudrait dire aujourd'hui dans quasi la totalité des pays du monde. Donc voilà, il y a déjà ça dans un premier temps, ça coûterait énormément d'argent, même si demain, allez, imaginons, il y a une organisation qui s'en charge, faire respecter ça, qui va le faire? Est-ce que ça sera la douane? Est-ce que ce sera la police? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? Enfin voilà, il y a déjà tout le volet organisationnel autour de ça, et en dehors de ça, je pense qu'il y a un autre souci qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une réelle volonté d'uniformiser tout ça? Parce que je pense que forcément, en mettant des règles internationales, ça va forcément léser les uns ou les autres. C'est-à-dire que ça va jouer en la faveur de l'un et en la défaveur de l'autre. Bien sûr. Pourquoi? Parce que des styles qui sont juste pas comparables ou qui aujourd'hui s'affrontent parce qu'ils ont sur des marchés différents, sur des segments de marchés différents, ils ont pas les mêmes intérêts, ils ont pas le même public, ils ne cherchent volontairement pas à faire la même chose. Je sais pas, aujourd'hui je vois pas pourquoi Bacardi, pour prendre l'exemple, s'amuserait à aller faire du pur jus agricole en Martinique. Sachant que Bacardi, à une époque, a eu une usine en Martinique, faut savoir. Mais même là, ils ne faisaient pas de l'agricole, peu importe, c'est de l'histoire. Mais pourquoi? Ce n'est pas leur segment, ce n'est pas leur marché, c'est pas ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas leur but. Leur but, c'est de faire de la masse, c'est de faire du cocktail. Voilà, donc c'est pas le même intérêt. Et je pense que là, il y a des intérêts divergents qui, à aucun moment, n'ont un intérêt global à ce que tout ça soit réglementé de manière unilatérale, parce que forcément, il y en aura qui seront lésés dans l'histoire. Alors justement, du coup, je prends le contre-pied, comme le Maroc hier s'énonce de tir au but face à l'Espagne, pour les gens qui suivent le foot. Personne. C'est vrai, puis car on boycotte. Dans ce cas, pourquoi est-ce que nous, je pense qu'on peut nous inclure dedans, cherchons à vouloir uniformiser les choses, là où, si on prend un exemple très français qui parlera à nos auditrices et auditeurs, dans le fromage par exemple, tout le monde en a rien à foutre qu'un Roquefort soit à l'opposé d'un comté ou d'un camembert.
Et pourtant, tout s'appelle fromage, et puis c'est pas grave, quoi. Chacun a ses propres règles, chacun a son propre AOP, et puis tout va bien, quoi. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, mais alors catégorie fromage. Oui, je suis d'accord, mais donc pourquoi est-ce que les consommateurs ne se scandalisent pas en disant non, quand même, merde, il faudrait respecter des règles un peu plus. Je suis pas. Alors non. Alors déjà, pour répondre à ta question d'avant, parce que j'ai bien vu que tu voulais pas me laisser répondre, Olivier Scarne. La réponse est non. D'accord. Voilà, je sais même plus si vous vous rappelez la question, mais c'est pas grave. Ensuite, pour ce qui est de ton exemple là, pour moi, c'est pas tout à fait la bonne analogie, puisque selon moi, ça va pas intéresser les auditeurs. Fromage, ce serait plus la catégorie spiritueux. Et après, par exemple, camembert, ça va être rhum, tu vois. Et si on a un camembert qui est produit à Pétaouchnok, il peut plus s'appeler camembert. Bah ça va être plus ennuyeux. C'est pas faux. Ben voilà. Pas faux. D'accord. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est pas faux, effectivement. Donc ton analogie est mauvaise, Olivier. D'accord. Bon, alors du coup, sans analogie, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi les gens, et je pense qu'on peut nous inclure dedans, enfin en tout cas moi oui, on cherche cette uniformisation? Non. Alors personnellement, je ne la cherche pas. Et je suis même pas sûr qu'elle soit. Alors, ça doit être ça. Je suis même pas sûr qu'elle soit souhaitable. Enfin, ça c'est compliqué encore, mais dans le sens où, comme disait Benoît tout à l'heure, alors outre le fait qu'en effet ce serait en pratique proche de l'impossible de s'assurer que ces règles sont respectées, mais déjà juste sur établir des critères communs au monde entier pour se mettre d'accord sur ce que doit être le rhum. Enfin, il y aura trop d'intérêts qui ne vont pas dans la même direction pour que ce soit faisable. Et à vrai dire, moi, je pense qu'à une époque, oui, je trouvais ça compliqué, qu'il n'y ait pas de règles plus globales, on va dire. Mais maintenant, je trouve ça m'ennuie pas plus que ça. Le seul problème, et là où ça peut m'ennuyer, c'est que ça n'aide pas à ce que les gens comprennent. C'est plutôt un obstacle à ce que les gens aient une idée de ce que le rhum est, de ce qu'il peut être, de ce que ça pourrait être la qualité, pas la qualité, etc. Mais moi, d'un point de vue personnel... Ouais, mais je comprends. Mais cela dit, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Là où pour moi ça pose un vrai problème, c'est que ça ne tire pas vers le haut et ça ne met pas en lumière les gens qui font les choses correctement. Et c'est là où pour moi il y a un vrai problème et il y a un vrai biais. C'est-à-dire que si au final tout le monde faisait son petit fromage correctement et que ça irait très bien parce qu'après ce serait une histoire de goût, d'accord. Sauf que là encore une fois on autorise la triche, on autorise dans certains pays de faire n'importe quoi et d'appeler ça rhum, et du coup ça décrédibilise le rhum. Moi j'ai plein de potes qui détestent le rhum parce qu'ils sont persuadés que c'est dégueulasse, sauf qu'ils n'ont pas goûté les rhums faits dans les bonnes Non, la question dans ce cas-là, avant d'arriver à ton point, c'est faut définir ce que c'est correctement. Pas en rajoutant des trucs qui sortent de nulle part. Mais le truc, c'est que dans certaines cultures, le rhum depuis toujours a été à base de rajout. Pour eux, c'est ça, produire du rhum correctement. Moi, j'aurais honte à leur place. Et je chanterai pas l'hymne national. Non, mais tu vois, non, mais je suis d'accord avec Benoît, c'est-à-dire que t'es bête. Je suis d'accord avec Benoît dans le sens où il y a trop ce côté régional, historique, et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais, je pense, établir des règles internationales de ce que le rhum doit être. Et si tu prends, je pense que t'es comme moi, Olivier, le rhum cubain, par exemple, c'est pas ma tasse de thé. Il est pas édulcoré, etc. Mais on s'ennuie un peu. La plupart des rhums cubains, j'entends. Il peut y avoir des exceptions, mais la plupart des rhums cubains, on s'ennuie un peu. Le cahier des charges des rhums cubains est hyper précis. Il faut que ce soit chiant, c'est ça. Si c'est oh là, attendez là. Ça c'est le résultat final. C'est la fin. Tu viens de résumer le truc. Maintenant. Non, mais faudrait savoir. C'est hyper. Non, mais tu vois, parce que nous on a toujours notre exemple franco-français de l'AOC ou de l'IG Guadeloupe, mais le Cuba. Alors c'est depuis 2013 où ils ont une IG, donc ça fait une dizaine d'années presque. Il faut que la matière première
la mélasse, viennent de Cuba. Il faut qu'il y ait des levures précises qui soient utilisées pour répondre à un profil aromatique. Il y a ces deux productions, il y a l'aguardiente et il y a les alcools distillés à très très haut degré, proches d'un alcool neutre, et après c'est l'assemblage des deux qui va faire un rhum cubain. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de distillation pour l'aguardiente, mais il faut qu'il y ait un profil organoleptique, et puis après il y a un système de vieillissement. Il faut qu'il y ait au moins 2 périodes de vieillissement, et pour certaines catégories une 3e dans des fûts précis. Donc tu vois, c'est pas parce qu'il y a règles, et c'est pas parce qu'il y a règles potentiellement assez précises, voire un peu chiantes, que le résultat final te plairait. Et toi, tu pourrais dire qu'il y a des potes à toi qui ont goûté des rhums cubains et que du coup ils aiment pas le rhum. Ouais, d'accord, mais pour le coup, le rhum cubain est fait dans les règles de l'art, de toute façon, dans certaines règles d'un certain art. L'avocat du diable et à tu fais chier. Complètement. À l'inverse, tu peux avoir des pays où il y a peut-être pas ou peu ou moins de règles en termes de production de rhum, et qui peuvent te faire des produits, justement, de par leur liberté, qui peuvent te faire des produits très intéressants. Enfin, je prends un exemple qui vient peut-être, alors je sais pas s'ils ont une règle locale de ce que doit être le rhum, très certainement, mais je ne pense pas que ce soit très poussé. Les îles Fidji. J'ai jamais entendu parler des règles de production de rhum. Faudra aller voir, faudra aller vérifier si dans les lois fidjiennes, doit bien avoir un truc. Doit bien avoir un truc, mais ça doit être un truc très basique, je pense. Alors que ils arrivent quand même les deux distilleries qui sont sur place arrivent quand même à faire des produits très très intéressants. C'est clair. Mais du coup, si je me recontredis pour encore une fois animer un petit peu cette discussion, qu'est-ce qui te force pas, ça me fait plaisir. Personnellement, je suis un mec comme ça, je suis assez altruiste. Okay. Tu vois, moi, alors je suis ça va. C'est dans le partage. C'est ça, dans la vibe. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que certaines personnes veulent à tout prix imposer leur rhum comme le meilleur et voudraient que Alors je pense qu'il y a deux arguments à ça. Le premier, si je suis d'un côté consommateur, je dirais que c'est la nature humaine. La nature humaine aime bien mettre les choses dans des cases. D'accord. Je pense que l'être humain, de manière générale, aime bien quand tout est réglementé d'une certaine manière. En dehors des anarchistes, tout le monde veut que tout ait un nom, tout soit quantifiable, etc., etc. Bon, ça, c'est un truc. Et de l'autre côté, le marketing, tout simplement, je veux dire, c'est dans l'intérêt des marques de dire, mon rhum, c'est le meilleur, ou ma catégorie, c'est le meilleur, ou le rhum de mon pays est le meilleur en fonction par rapport à qui je me compare. C'est surtout des arguments de vente qui sont derrière, parce que si t'as pas ça, faudra trouver autre chose. Mais donc je suis d'accord avec Benoît, et il y a aussi peut-être le côté simplement même s'il arrive dans un second temps, et je pense que c'est d'abord l'argument marketing, vente, mon rhum c'est le meilleur, achetez-le, du coup c'est le meilleur. Mais il y a aussi le côté, mine de rien, je pense culturel, historique, où certaines personnes ou certaines distilleries peuvent être attachées à la manière dont le rhum a été produit pendant des années et des années dans leur pays, dans leur région, et du coup ils sont c'est aussi la méthode qu'ils connaissent le mieux, voire la seule qu'ils connaissent, et du coup ils sont intimement persuadés que leur rhum est le meilleur. Je peux tout à fait l'entendre, et c'est tout à fait logique. Des traditions, etc. Ouais. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors dans ce cas, l'idée, par exemple, de l'IGP Barbade, qui d'ailleurs sort ni plus ni moins de ce qu'avait fait l'AOC Martinique, c'est-à-dire de dire rhum de Martinique ou rhum ou Barbados rhum. Au final, est-ce que c'est pas ça la bonne idée? C'est-à-dire, en gros, créer des espèces de règles, mais intrinsèques à une façon de faire, en disant, attendez, il y en a marre d'avoir du rhum de la Barbade où ça part dans tous les sens, donc on va faire un truc qui s'appelle IGP Barbados, et comme ça, on sera vraiment dans ce qui est les traditions de la Barbade. Alors là, on voit effectivement les limites, parce que quand Plantation arrive avec le cahier des archives et explique que il y a très 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 longtemps, on faisait effectivement du rhum à la Barbade d'une façon qui maintenant est plus du tout le cas. Effectivement, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais par rapport à la Martinique, là, ça fonctionne plutôt bien. Là où c'est Martinique, on peut plus avoir rhum Martinique sur un produit qui respecte pas ça.
En faisant ça, tout ce que tu fais, c'est réduire le nombre d'acteurs décisionnaires sur ce genre de réglementation. Parce qu'au lieu d'avoir donc tous les producteurs d'un pays ou tous les producteurs d'un continent, bah, t'auras plus que ceux d'une région. Par exemple, que la Martinique. Et donc, la Martinique, ils ont réussi à tous se mettre d'accord. Alors, faut pas oublier que ça a quand même mis 20 ans. Oui. Avant 25 ans, avant que tout le monde soit d'accord. Mais ils ont réussi à tous se mettre d'accord autour d'un concept, qui au départ n'était toujours pas aussi poussé qu'il l'est aujourd'hui 20 ans plus tard. Mais voilà, eux ils ont réussi. Aujourd'hui la Barbade essaie de faire la même chose. Il y a encore moins d'acteurs qu'en Martinique et tu vois quand même que même avec moins d'acteurs, ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Ils sont 4. Et sur les 4, bah, ils n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente à tous les niveaux. Donc même avec très peu d'acteurs, c'est très très compliqué. Alors imagine ça à un niveau mondial, mais c'est juste l'enfer. Mais sinon, Olivier, oui, t'as sans doute raison, et c'est déjà bien d'avoir des appellations ou des GIs comme ça limités sur des îles, sur des pays, sur des régions, j'en sais rien, parce que c'est ce qui permet aussi de s'y retrouver. Après, tu vois, je pense même si on parle de quelque chose de bien plus réduit, Calvados par exemple, bon bah t'as 3 appellations, t'as la générale et puis t'as les 2 autres. Ça aide. Alors après, évidemment, c'est que en France, c'est que en Normandie, le champ, voilà, est quand même bien limité. Mais je pense que ça aide les gens à s'y retrouver d'avoir des règles comme ça. Maintenant, le problème, c'est que pour le rhum, bah oui, tu risques d'avoir une multitude de GI, pas d'AOC, mais voilà, géographique. Est-ce que ça aiderait? Alors, je pense que ça pourrait nous aider, nous qui nous y intéressons vraiment, et puis d'un point de vue qualitatif, ça risque d'être plutôt bien, comme pour l'AOC. Maintenant, est-ce que ça aiderait les consommateurs à s'y retrouver? Je suis pas sûr du tout, parce que au final, si on a 30 indications géographiques selon les pays, les régions du monde, bah le consommateur il va rien y comprendre non plus, quoi. Ce qui a été intéressant, si on regarde bien tout ce qui est IG ou AOC, etc., que ce soit dans le rhum ou autre chose, dans la majorité du temps, c'est toujours lié à une région. Ouais. D'accord, on a l'AOC Martinique, on a le Calvados, on a le Cognac, on a tout ce qu'on veut, c'est toujours lié à une région, et même à l'international. Le Scotch, c'est l'Écosse, c'est rien d'autre, c'est que en Écosse. Le Bourbon, c'est les États-Unis. Enfin voilà, c'est toujours lié à une région plus ou moins grande. Là, pourquoi lier ça à une région? Bah, très probablement parce qu'à un certain moment donné dans l'histoire, dans cette région-là, on a produit ce spiritueux d'une certaine manière qui n'était pas reproduisable exactement de la même manière ailleurs. Ça, c'était probablement il y a longtemps. Aujourd'hui, tout est plus ou moins faisable un peu partout dans le monde. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué, et c'est là où, par exemple, ce que on pourrait dire, ce qui a été intéressant, c'était la proposition de Luca Gargano avec sa comment dire, classification. Sa classification qui n'est pas une règle, d'accord, donc personne n'a respecté ça, c'est juste une classification, mais où lui, justement, ne mettait pas en fonction d'un pays ou d'une région, mais mettait en fonction de certains critères de production, et qui, du coup, peuvent s'appliquer à tout le monde, partout. À condition de rentrer dans telle ou telle catégorie en fonction de si on utilise de la mélasse, du pur jus, des colorants, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est une approche complètement différente pour le coup, qui va à l'encontre de ce que propose les AOC régionales. Voilà, c'est ça. Mais ça pourrait être une solution si demain on voudrait mettre ça. Mais dans ce cas-là aussi, ça serait juste faire passer ça comme réglementation, ce serait extrêmement compliqué, parce que ce serait même pas vraiment une réglementation, ça reste une classification. Mais il a enlevé l'élément localisation absolument de son truc. Ouais. Voilà, c'est ça qui est... C'est une approche effectivement d'ailleurs que je trouve très intéressante, et finalement les quelques fois où je parle avec des gens qui connaissent mal le rhum, je prends un peu cet exemple-là parce que je le trouve effectivement assez pertinent, quoi. S'intéresser de cette façon au rhum, c'est un peu, on va dire, la moins pire des façons d'y comprendre quelque chose quand il connaît rien, quoi. Bah, à une époque, alors il y a de ça peut-être un peu longtemps, aujourd'hui on l'utilise plus trop, on utilisait bien les 3 styles, le style hispanique, britannique et français.
qui était également une façon de classifier, si on veut, les rhums. Même si aujourd'hui, c'est plus trop à l'air du temps parce qu'on voit de tout un peu n'importe où. Mais voilà, ça marchait aussi. Mais à nouveau, c'était réduire le truc à une méthode de production issue d'une certaine région ou d'une certaine, Enfin, vous m'avez compris. En fait, pour moi, Olivier, je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que la classification Gargano est bien quand quelqu'un s'y connaît pas. C'est compliqué. En spiritueux, dans le rhum. Non, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut que tu commences à expliquer les appareils de distillation, quoi. Distillation continue, distillation par batch, non, il n'y en a pas 15, mais ça fait appel à des choses que les gens maîtrisent pas du tout. Moi, je trouve que l'intérêt, même si évidemment c'est imparfait aussi, mais de cette classification un peu archaïque que Benoît mentionnait avec les styles européens, français, anglais et espagnol, c'est qu'on s'intéressait plutôt à un profil gustatif. Il y avait d'autres éléments, mais c'était surtout un profil gustatif. Du coup, même si évidemment ça nécessite de plein de précisions une fois qu'on a dit les généralités, bien sûr, mais se dire que les rhums français c'est du pur jus de canne, du coup le profil va être plus frais, peut-être plus herbacé, va bien vieillir. Voilà, ça c'est une première chose, tu vas dire. Et puis évidemment, il faut la sortir de dégustation, mais tu as une première idée. Le style espagnol, alors le style espagnol, il y a un peu deux familles. Tu as le côté cubain dont on parlait avec des rhums assez neutres qui sont plutôt faits pour les cocktails. Et puis tu as cette mouvance plus récente qui sont des rhums édulcorés plus ou moins, parfois à l'excès. Le seul problème dans ces classifications, c'est pour moi le style anglais. Ah, j'avoue, ça veut rien dire. Parce que le style anglais, on dit c'est souvent des rhums. Alors on dit souvent c'est des rhums plus lourds, plus expressif. Alors plus expressif que quoi? Qu'un rhum cubain, je veux bien, qu'un martiniquais, pas forcément. Et là, il faut vraiment, on peut pas mélanger. Absolument. On peut pas mélanger Jamaïque, Barbade, Guyana, Sainte-Lucie, que sais-je. Donc, mais ça offre une base, et pour moi ça permet quand même de s'y retrouver un peu quand on débute. Enfin, moi je sais que ça m'a aidé en tout cas. Alors, sans prendre en compte qu'aujourd'hui on dit que c'est archaïque ce système. Pourquoi? Parce que ces 10-15 dernières années, on a vu émerger énormément d'exceptions à ça. Ça c'est vrai. On parle de, je sais pas, Nine Leaves au Japon. On met ça dans quelle catégorie? Voilà, on en est là. Je sais pas, un rhum indien. Ouais, on va dire britannique parce que ancienne colonie anglaise, mais même là, ça devient fourre-tout. Du coup, un rhum, c'est ça, un rhum pur jus d'Afrique du Sud ou d'Australie, tu le dis. Voilà, un rhum de Madère. Non, bien sûr, rhum de Madère. Non, c'est vrai que c'est pas simple. Les grogs du Cap-Vert et que sais-je encore. Je suis d'accord. Énormément d'exceptions qui ont émergé ces derniers temps sur le marché et qu'on ne peut plus classifier de cette manière-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que cette classification est devenue obsolète assez rapidement. Tu as tout à fait raison, Benoît. En prenant l'exemple, effectivement, de l'Afrique du Sud, je veux dire, effectivement, c'est le meilleur exemple à mettre en face de quelqu'un qui, dans justement l'argumentaire que j'avançais, te dirait que la solution est de régionaliser. En Afrique du Sud, comment tu veux régionaliser? Déjà, ça fait pas 1000 ans qu'ils font du rhum, et 2, ils s'inspirent de ce qu'ils ont vu aussi à droite à gauche. Donc aussi bien, par exemple, si on prend Moba, ils se sont amusés à faire des trucs qui se rapprocheraient du jamaïcain, et puis d'autres qui se rapprocheraient, puisque j'ai eu des purs jus de canne, etc. Donc potentiellement du style français. Enfin, c'est un bordel sans nom. Donc non, effectivement, c'est. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, tout est plus ou moins reproduisable un peu partout dans le monde. Et à l'époque où on a commencé à faire du Calvados et appeler ça du Calvados, on faisait ça que là, de cette manière-là. Je dis pas qu'on n'a pas fait d'autres alcools de pomme ailleurs, mais de cette manière-là, très probablement uniquement dans cette région. Le fameux Apple Brandy. Le Apple Brandy. D'ailleurs, j'ai jamais goûté. C'est assez dingue. J'ai jamais eu l'occasion de goûter. Même celui de Jack Daniel, tu vois, ou d'autres. Parce qu'il y en a plein qui font du Apple Brandy. Le Apfelbrand. Ah, il y en a aussi en Allemagne, chez vous? Il y a ça partout. Ah, délire. Il y a clair. Il y a ça partout. Je partout. qu'il y avait du cidre avant, voilà. Mais donc, bref. Je pense qu'on peut. On m'a offert une eau de vie de pomme de Corée du Sud. Il faut encore que je blanche ou vieillie? A priori, c'est blanc. J'ai pas ouvert la boîte encore. Et donc, du coup, alors, si on veut conclure,
C'est bien de faire des cadeaux. Grave, le mec s'en bat les couilles. Je l'ai eu il y a genre 3 semaines. J'ai déjà. Attendons un cadeau. Un peu limite. Je pense que pour résumer le sujet du jour, c'est que oui, il y a des règles, mais ça reste le bordel. Voilà, et on pourra jamais malheureusement faire mieux que ce qui est déjà le cas. Alors ça, je sais pas, on essaye en tout cas. Mais non, parce que justement, enfin tu vois, c'est ce qu'on disait un peu, et je trouve justement notre discussion intéressante, sans vouloir nous jeter des fleurs, c'est qu'on s'est rendu compte en mettant des arguments, des contre-arguments, que si on voulait demain mettre une espèce d'uniformisation, et ben en fait ce serait contre-productif, et ce serait un espèce d'impérialisme de tel, on va pas dire producteur de rhum, mais en tout cas style de production de rhum sur les autres, en disant mais attendez, vous votre rhum il est forcément moins bon ou moins bien parce que vous le faites pas de notre façon, et donc qu'importe qui prendrait cette espèce de leadership, et de toute façon il serait vu comme un oppresseur sur les autres. Ils attendaient, vous êtes mignons, nous ça fait 150 ans qu'on fait le rhum comme ça, et on vous emmerde quoi. Ça se voit dans certains pays, notamment sur certains marchés, où tu as des lobbies de grands groupes qui vont intervenir au niveau des lois pour trouver des trucs et faire interdire d'autres styles de rhum. Quand on prend l'exemple du Canada avec le carbamate d'éthyle qui empêche du coup tous les rhums agricoles de rentrer sur le territoire canadien, à la base, semblerait-il que ce soit un travail de lobby de Bacardi qui soit derrière quand même. Tu vois, donc on a un peu ça, c'est pas en termes de production, mais pour le coup c'est en termes de vente et de part de marché, et finalement ça tourne toujours autour de ça. Ça reste les parts de marché, l'argent, enfin voilà, c'est le nerf de la guerre, donc voilà. Enfin bref, je pense sur cette jolie conclusion qu'on va s'arrêter là, mais je reviens quand même avec ma question de début de l'émission que je souhaitais vous poser. Nous sommes à l'approche. Eh bien, avant que tu ne la posas, car j'ai perdu cette bonne habitude de t'interrompre, et je trouve ça bien dommage. Et pour répondre à la question que tu avais posée au tout début de l'émission, parce que je suis très attentif à savoir est-ce qu'il y a et je t'avais dit ouais mais fatigué. C'était est-ce que dans le monde il y a des appellations comme ça, des types de spiritueux qui sont reconnus de manière internationale, pardon. Et ben je pensais mezcal tequila, moi. Où les réglementations sont assez précises, surtout géographiquement, et puis après selon les types de mezcal et les types de tequila, évidemment il y a des règles à respecter. Et il y a certains autres endroits du monde où il y a de l'agave, et où dans le sud de la France, il y en avait là il y a pas si longtemps, et ils ont fait du distillat avec, mais ça peut ni s'appeler tequila ni mezcal, mais eau de vie ou distillat d'agave. Pourquoi ça ne peut pas s'appeler tequila ou mezcal ? Parce que c'est des appellations, c'est des IG et qui sont géographiquement limitées au Mexique. Donc de la même manière que le cognac ou autre, mais si demain un dictateur dans un pays X décide de faire de l'agave et de la tequila, voilà, c'est... Ouais. Enfin... après... Mais du coup, oui, on revient sur l'exemple. En fait, c'est toujours jusqu'à quel point est-ce que l'IG en question va aller défendre son territoire et va aller défendre ses enjeux plus loin. C'est ça le problème. On voit, on prend l'exemple du cognac ou même du champagne qui ont quand même des équipes d'avocats assez imposants pour défendre ça au niveau international. Je me souviens par exemple d'un cas où à une époque Apple avait souhaité sortir son nouvel iPhone en couleur dorée et il souhaitait appeler la couleur champagne. Et ce n'est pas passé parce que l'appellation champagne avait demandé à ce que ça soit changé et il leur avait interdit de l'appeler comme ça. Effectivement, et du coup, c'est sorti sous, je crois que c'était Gold, du coup, enfin un truc comme ça. Mais à la base, ils voulaient champagne. Pourquoi ? Très certainement parce que sortir un Apple champagne, ça faisait un peu luxe. Mais voilà, l'appellation avait interféré là-dedans. Et donc voilà, ça dépend toujours jusqu'où est-ce que l'appellation en question déjà a les moyens d'aller faire respecter ses droits à l'étranger et auprès des autres producteurs dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident aussi et qui des fois peut s'avérer être des enjeux internationaux en termes d'échange. Je reconnais une appellation à vous, vous reconnaissez une appellation à moi, et vice versa. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, je sais pas jusqu'où la tequila et le mezcal défendent leurs enjeux à ce niveau-là. Semblerait que ça soit bien parti. En même temps, après de l'agave, on n'en trouve pas partout.
Mais pour le rhum, c'est pas aussi évident. Ouais. Eh oui, la canne à sucre. Tu peux en revenir à ta question. Je vais donc revenir à ma question. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, messieurs. Et je sais que c'est l'heure des cadeaux. Voilà, les gens cherchent très probablement encore quelques cadeaux de Noël. Et je voulais savoir si cette année, vous aviez eu un coup de cœur rhum que vous conseilleriez aux gens, éventuellement, comme cadeau de Noël. Voilà. Alors, trop. Je sais que moi, oui. Je sais que moi, j'en ai un. Je vais lancer le bal, comme ça vous laisse le temps de réfléchir un peu. Okay. Moi, j'ai été en dégustation à l'aveugle dans un premier temps, plutôt séduit par un rhum que je n'ai pas vu venir, que je ne connaissais pas, qui à la base vient d'une maison qui produit du whisky au Texas, qui s'appelle Balcones ou Balcones. Je sais pas comment on dit. Ouais. Donc qui à la base font du bourbon et du rye et qui à un moment donné, pour des raisons de futaille, en fait, ils souhaitaient faire un finish de leur whisky en fût de rhum et plutôt que d'acheter des fûts de rhum vides, ils ont préféré faire leur propre rhum d'abord et donc réutiliser leur propre fût. Et donc j'ai goûté ce fameux rhum du Texas. Donc distillé, produit par Balcones, et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris, à tel point que j'en ai acheté une bouteille dans la foulée d'ailleurs. Voilà. Ce qui m'arrive très rarement finalement. Donc si je peux vous conseiller un rhum éventuellement, un rhum découverte, voilà, le coup de cœur de l'année pour ma part, ça sera ça, voilà, qui est tout à fait trouvable assez facilement d'ailleurs, puisque la marque vient d'être rachetée par Diageo. Ah, et c'est lequel? C'est le parce que je crois qu'ils ont plusieurs références. Alors ce sont juste des fûts différents, mais il y a qu'une seule référence en termes de rhum, c'est juste des fûts sœurs en fait. C'est une étiquette violette foncée comme ça. C'est... Ouais. Voilà, Texas Rhum, de toute façon il y en a pas 10 000, de chez Balcones. Bah, de mon côté, je vais être assez terre à terre, hein, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait en off avant d'enregistrer l'émission. J'en reviens à mes amours des Antilles françaises. Rhum blanc, le nouveau Constellation de Longto que je trouve top, que j'adore. Et puis Martiniquais HSE 2006, qui est pas tout jeune, mais que j'ai enfin goûté au Whisky Live. Et bordel, très, quoi, voilà, parfait, quoi. En fait, zéro faute, rien à dire. En plus, les deux rhums dont je vous parle, mesdames et messieurs, sont trouvables et vont pas vous coûter un rein ou etc. Donc voilà, les deux, vous pouvez pas vous planter. C'est ça. Donc 3 conseils cadeaux déjà. Laurent. Je pensais aussi au nouveau Constellation Blanc. Voilà, on va trouver autre chose. Nous voilà bien. Et ouais, mon gars. Il m'a pris mon créneau. Autre chose. Si. Alors, je l'ai pas encore goûté. Mais tu le ça ne conseilles. saurait tarder. Et s'il est dans la veine, ouais, parce que là, je pense que les yeux fermés. Est-ce que ta source est fiable? On craint pas trop, surtout à ce prix-là. Et quand on voit le premier batch de cette petite chose, je pense que le Naisson 21 en batch 2, conseil cadeau, de toute manière, on peut pas se tromper. Quel genre de bourse. Conseil cadeau probable, facile, coup de cœur de l'année. Est-ce que t'as vu le tarif, bravo, là, ça y est, il a été annoncé, tu l'as vu passer? Vous n'êtes pas dans des familles de milliardaires? Non. Qu'est-ce que vous racontez? Alors si, mais c'est parce que là, le tarif, écoute, moi j'ai jeté l'éponge direct, hein. Pourtant, j'avais vraiment envie de l'acheter, mais là, non, c'est pas pour moi. Bah oui. Quoi qu'il en soit, écoutez, merci pour ces petits conseils cadeaux. Je propose qu'on refasse ça encore jusqu'à Noël. Donc il y a encore une émission jusqu'à Noël. Ça me fait plaisir. Oui. Chacun son tour. Laurent Cuvier, pour le Laurent roi Cuvier. du rhum blanc. T'as pas un conseil rhum blanc pour nos auditrices et auditeurs? Bah si, j'ai c'est même que donné. Le mien, trouve autre chose. En numéro 2. Bah oui. Putain. T'as pas goûté un rhum blanc qui t'a plu? Il est relou. Nos auditeurs le méritent. J'y réfléchis. Absolument. Dans les Ferroni, nouveau Dame Jeanne, t'as pas goûté ça en exclu? Bah oui, par exemple. Mais en exclu, les nouveaux Dame Jeanne, ils sont sortis déjà il y a 6 mois. Même si j'ai écrit un article récemment à leur sujet, mais ils sont déjà sortis depuis un moment. Moi, j'en ai un. Plus difficile à trouver, pour l'instant encore. C'est pas encore très facile à trouver. Mais que j'ai goûté et où j'ai été plus qu'agréablement surpris. C'est l'une des nouveautés de chez Brodé Connaisson.
Ah, pareil. Ah bah oui, mais j'en ai nouvelle petite distillerie martiniquaise du Marin. Ah, pareil, pas encore. Avec la maître de chez Stéphanie Dufour, qui a fait un superbe travail à ce niveau-là. Et je dois dire, ces nouveaux rhums blancs sont vraiment exquis. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je pense que voilà, pour l'instant c'est surtout en Martinique, mais ça ne devrait tarder à débarquer écoute, en France. Je trouve que je vais en Martinique dans pas longtemps. C'est très très bon, c'est très très très. J'essaierai d'aller dire bonjour à Stéphanie Dufour alors. Voilà. Allez, un petit truc, je sais pas, je n'ai aucune idée. Non, est-ce que ça se trouve? Ça, est-ce que c'est même déjà sorti? Brain Nephew, ça se trouve. Voilà. C'était... Non, c'était pas ça. C'était la première bouteille sortie, mais je crois que c'était même un échantillon pas commercialisable, hein, un peu prototype. C'était le Kassab de chez Ferroni, qui était donc ses premières cannes. C'était donc un distillat de cannes de Valence, donc en Espagne. Non, oui, ça tu confonds avec le Flamand Rose. Ferroni, putain, le gars il suit je rien. te mens pas, je suis un peu perdu. Donc Kassab qui étaient donc des cannes récoltées, enfin voilà, qui ont poussé du côté de Valence en Espagne. Et j'avais goûté ça au Rhum Society cette année, donc à la fin du printemps, je crois. Et j'avais trouvé que c'était intéressant. Il y avait un côté original, et comme a priori c'est le premier d'une série, puisqu'il va faire plusieurs champs de cannes qui sont entre le sud de l'Espagne, Portugal et le nord de l'Afrique du Nord, il va y avoir des trucs assez intéressants. Voilà. C'est un rapport avec Kassab. le groupe de musique antillaise. Le groupe. Voilà, je voulais juste faire cette petite blague pour se détendre. Voilà, nul. Bon, nul. Mais en tout cas, nul merci Laurent, donc spécialiste. Législation. Laurent, spécialiste des conseils cadeaux introuvables. Merci beaucoup. Ça aurait été drôle. Ouais, avec plaisir. J'avoue les idées cadeaux de Laurent. Alors, un Caroni 74 et nul. Puis un rhum blanc, tu sais le Longto qu'on ferait du rhum. Facile à trouver aussi ça. Voilà. Allez, salut. Bon, c'est sur ce qu'on va vous quitter aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de l'année. Déjà. On est triste. Juste avant Noël, avec d'autres conseils cadeaux. Donc comme ça, je vous dis déjà à l'avance, de trouver des trucs rarissimes, introuvables. L'occasion de réfléchir et de trouver des trucs rares. Voilà. Et puis voilà. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux comme d'habitude, de partager cette émission avec vos amis, vos familles, votre chien, avec tous ceux que vous voulez. Et puis voilà. Ça nous fait toujours autant plaisir. La 4e saison a démarré sur les chapeaux de roue, et puis on va continuer en 2023 de la même manière. Mais avant ça, on aura encore une édition spéciale Noël, et j'ai hâte les de vous réserver quelques surprises. Voilà. Messieurs, sur bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Salut. Le Single Cast vous a été présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocainou.